Samuel Brown, un tonnelier de profession, il a aussi breveté des améliorations pour des machines de fabrication de tonneaux, et décrit comme le « père du moteur à combustion ». Alors qu'il vivait à Eagle Lodge dans l'ouest de Londres, de 1825 à 1835, il développa le premier moteur à combustion qui marche réellement de manière indéniable et qui a été un succès mécanique. Dans des brevets datant du 4 décembre 1823 et du 22 avril 1826, Samuel Brown propose de remplir une chambre fermée avec la flamme d'un gaz, la flamme est ensuite condensée en injectant de l'eau. Un moteur à air est actionné par le vide partiel ainsi créé. Cette idée a évidemment été inspirée par celle de la machine à vapeur de James Watt. Il conçoit plus tard un moteur qui utilise l'hydrogène comme combustible, un exemple précoce de moteur à combustion interne. Il était basé sur un moteur à vapeur de Newcomen. Ce moteur avait des cylindres de combustion et de travail, son refroidissement était assuré par de l'eau circulant autour des cylindres, l'eau était refroidie par l'air extérieur et était constamment maintenue en mouvement par une pompe. Il avait une capacité de 8800 cm3, mais a été évalué à seulement 4 HP. Le 27 mai 1826, Samuel Brown le teste en l'utilisant pour propulser un véhicule au sommet de Shooter's Hill, à Londres. Le moteur de Brown fait penser à une machine à coudre à pédale ou un moteur Stirling. L'invention de Hull Brown. Le gaz de Brown, une remarquable invention mise au point par Hull Brown, n'a pas vraiment été utilisé comme combustible dans les moteurs automobiles, excepté dans de rares exceptions et plus généralement comme dopant de moteurs à combustion ou à explosion. D'ailleurs, ce gaz ne provoquant pas d'explosion, mais une implosion, impliquerait une refonte de la conception des moteurs pour donner tout son potentiel, bien qu'il ait un résultat positif avec ce type de moteur courant. Ilya Velbov, alias Hull Brown, est né en Bulgarie en 1922 et décédé le 22 mai 1998 à Obom près de Sydney, Australie. 2 textes l'ont profondément marqué dans sa jeunesse. Le premier, L'île mystérieuse, roman écrit par Jules Verne en 1874, l'ingénieur nommé Cyrus Smith suggérait que lorsque le charbon serait épuisé, l'humanité brûlerait de l'eau pour générer l'énergie. Oui, mais l'eau décomposée en ses éléments constitutifs, répondit Cyrus Smith, est décomposée, sans doute, par l'électricité, qui sera devenue alors une force puissante et maniable. Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène, qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. L'eau est le charbon de l'avenir. Le second, dans la seconde épître de Pierre, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'accent grave présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre, 3, 5 à 7, c'est alors qu'il se demanda comment une planète constituée d'eau, comme la nôtre pourrait périr ainsi, à moins que l'eau ne se convertisse en flamme. Dès 1941, il se retrouve comme lieutenant de la marine aux côtés des forces alliées, dans une petite île près de Thessalonique. Après la guerre, la Bulgarie étant passée sous contrôle soviétique, sa femme, communiste convaincue, le dénonce comme ennemi du peuple. Il est alors condamné à 6 ans d'emprisonnement dans un camp de concentration où il faillit perdre la vie. À sa libération, il rejoint la Turquie en traversant une rivière à la nage, où il est arrêté là encore et emprisonné comme espion pendant 5 ans. Libéré par les services secrets de l'armée américaine, il émigre vers l'Australie et change de nom en adoptant celui de son sauveteur américain, ainsi que le prénom de son acteur préféré, Yul Brynner. C'est dans ce pays que commence son parcours en tant qu'inventeur. Il invente d'abord un détecteur de métaux et de poudre qui pouvait être utilisé pour les portiques d'aéroports, très performant mais refusé par les administrations australiennes et les entreprises privées. Il pouvait détecter les métaux et la poudre d'armes à feu mais peut-être trop performant pour elles, autorisé dans le domaine public. Il termina d'abord le travail qu'il avait entrepris pendant son temps libre. Il s'agissait d'un détecteur d'armes destiné aux banques et aéroports. Les détecteurs utilisés à l'époque ne faisaient aucune différence entre les armes et les objets métalliques. Le système de Brown créant non pas un, mais 3 champs magnétiques, ne tenait compte ni des pièces de monnaie ni des stylos. Le premier champ réagissait aux objets pesant entre 250 et 396 grammes, le second à ceux mesurant entre 7,6 et 22 cm, et le troisième à une certaine quantité d'acier au carbone dont on se sert pour faire les pistolets. Son système fut reçu par tous chaleureusement sauf par ceux qui en avaient le plus besoin. Lors d'une émission de radio populaire consacrée aux inventeurs où il était invité avec Léo Port, ingénieur consultant au conseil de la ville de Sydney, et qui a de nombreux brevets à son actif, il a été clairement dit que ceux qui auraient en général tout à gagner d'adopter une invention ne veulent ni être embêtés, ni faire de dépenses pour changer. John Guggenheimer, capitaine, président de la FAP, Fédération australienne des pilotes, alerta les fonctionnaires de la division transport aérien du département fédéral des transports. Leur seule réaction fut de refiler l'affaire à quelqu'un d'autre. Pourtant, la FAP avait méticuleusement examiné l'invention de Brown et déclaré qu'il s'agissait là du meilleur détecteur d'armes sur le marché. Guggenheimer essuya aussi le refus de 2 autres grandes compagnies aériennes australiennes Qantas et ATT qui écrivirent que leur équipement, même inefficace, leur convenait. Pourtant, il ne fallait que 4 000 $ australiens pour remplacer les anciens portiques de détection par les portes de Brown. Hull Brown déçu par son échec commercial, il se consacre entièrement à son idée première, mettre au point un carburant à base d'eau. Fin 1970, il fonde la société WHF, Water Fuel Holding Pty Ltd. Ses membres effectuent les premiers essais sur le moteur d'un vieux Taco, mais les premières tentatives restent infructueuses. En réalité, Hull Brown vient de découvrir que les 2 gaz, l'hydrogène et l'oxygène, peuvent être mélangés en toute sécurité à condition que le ratio soit strictement maintenu à plus ou moins 5%. Le terme scientifique qui caractérise ce mélange est stéchiométrique. Ainsi, il peut être produit économiquement, comprimé et utilisé en toute sécurité. Quelques scientifiques reconnaissent cependant le bien fondé de l'invention de Hull Brown.
Ainsi en 1977, John Kumaley, professeur de physique à l'université Flinders, Australie, et expert dans le domaine des utilisations énergétiques de l'hydrogène, reconnaît qu'il s'agit d'une véritable et nouvelle voie de l'électrolyse de l'eau, et confirme ses performances en soudure et son faible coût. Harald Anisch, ingénieur autrichien venu assister à une démonstration, déclare « Je n'ai plus aucun doute, le gaz de Brown peut être produit sans danger ». Geoffrey Lavrick, responsable du service information du centre du bâtiment de Sydney, très intéressé par le gaz de Brown dans ses applications de vitrification rapide et peu coûteuse, entrevoit des possibilités immenses en architecture, réalisation de sols sans entretien, murs réalisés en briques soudées, préparation de panneaux de façade complets que l'on peut souder à l'acier. Malgré cette reconnaissance et les nombreux avantages qu'offre le gaz de Brown, les industriels refusent de s'engager, craignant ou de prendre trop de risques, ou de contrarier leurs commanditaires et partenaires, financiers, clients, fournisseurs, et ainsi de perdre une situation acquise. Face au refus de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande de lui donner sa chance, Yul Brown espère trouver plus de compréhension aux États-Unis. Mais là également les portes se ferment les unes après les autres. L'aide apportée par les Chinois. Déçu par ses comportements, en 1989 Yul Brown reprend contact avec les Chinois qui étaient venus le voir en 1986. Au début, les scientifiques de Pékin sont sceptiques, mais contrairement aux autres, ils prennent le temps d'étudier le système de Brown. Ils concluent qu'il a de la valeur, expérimentent ses caractéristiques et conçoivent une génération plus perfectionnée de son générateur. Ils croient en Yul Brown et au potentiel de cette technologie. Dès lors, il l'invite à s'installer à Baotou, ville inaccessible aux étrangers située en Mongolie intérieure. C'est la société Norinco, spécialisée dans la recherche spatiale, énergétique et nucléaire, le matériel militaire, le matériel agricole, etc., en l'occurrence l'Institut 52, qui l'accueille et lui offre la possibilité de développer son invention. C'est un ensemble industriel quasi secret qui emploie 1500 scientifiques de toutes les disciplines. 20 d'entre eux et 15 ingénieurs sont affectés à un laboratoire où Brown va passer 3 ans. Brown, qui tient à garder un lien avec les États-Unis, signe un accord tripartite avec Norinco. 1. Les Chinois ont l'exclusivité des droits sur la fabrication et la vente en Chine. 2. Yul Brown a la responsabilité totale du développement technologique. 3. Les Américains ont le droit de distribution des générateurs et leurs applications dans le reste du monde. Le contrat est signé mais pas rempli. Les Chinois et les Américains devaient investir $1 demi-million pour commencer. Les premiers ont avancé leur part, mais les Américains, après avoir tergiversé, n'ont rien donné. Malgré cette déconvenue, les Chinois décident de poursuivre les recherches, assumant tous les frais, certainement plus attirés par les possibilités pratiques que par la réduction de la pollution comme le souhaite Brown. Il a pourtant la possibilité de démontrer à l'épouse du président de l'Institut, le Dr Keck Suling, sa collaboratrice, la capacité du gaz à réduire la toxicité de déchets, voire leur radioactivité. Déjà en 1991, en Australie, il fait des expériences sur du cobalt 60, du strontium 90 et de l'américium 241, issu du plutonium. La radioactivité est réduite de 60 à 90%. De retour aux États-Unis en 1992, Brown réitère l'expérience. Il place une lamelle d'américium sur une brique avec de petits morceaux d'acier et d'aluminium, et les soumet à sa flamme pendant 2 minutes. Après avoir fondu, les métaux émettent un flash qui fait dire à Brown que la radioactivité est détruite. Après vérification, l'américium est au même niveau de radioactivité que l'environnement dans lequel se trouvait le laboratoire avant l'expérience. Qu'est-ce exactement que le gaz de Brown ? Il est évident que le gaz de Brown n'est pas un gaz ordinaire, et d'ailleurs il ne ressemble pas à ceux obtenus habituellement par l'électrolyse de l'eau. En effet, les atomes d'hydrogène et d'oxygène ne prennent pas leur forme monoatomique, mais sont maintenus dans un état diatomique, ce qui confère au gaz des propriétés étonnantes. Il peut brûler comme du propane, donnant de l'eau après sa combustion. Dans les opérations de soudure, la température de la flamme varie selon le matériau qu'elle brûle. Elle peut vaporiser du tungstène mais ne brûle pas la main si on la passe au travers. C'est donc une découverte extraordinaire qui peut avoir une multitude d'applications dans tous les domaines, l'industrie, l'extraction minière, la médecine, l'agriculture, etc. Au départ de ses recherches, Yul Brown essaie tous les mélanges possibles des isotopes d'hydrogène et d'oxygène, 3 isotopes d'hydrogène, 1h1, 1h2, 1h3, et 6 isotopes d'oxygène, 8O14, 8O15, 8O16, 8O17, 8O18, 8O19, ce qui fait un total de 36 sortes d'eau. Il observe les comportements de l'eau, ses caractéristiques physico-chimiques et ses capacités énergétiques dans chacune des combinaisons d'isotopes d'hydrogène et d'oxygène. Selon Todd Knudfon, le gaz de Brown est à la fois du vide et de l'eau. LKWH d'électricité produit 340 litres de gaz. 1 litre d'eau se dilate jusqu'à 1860 litres de gaz, l'inverse s'applique aussi bien. Lors de la combustion, le gaz implose, ce qui donne 1859 unités de vide avec une unité d'eau pour un coût minime d'environ 71 centimes d'euros. Une des propriétés les plus étonnantes du gaz de Brown, nous l'avons vu, est que ce n'est pas un gaz explosif, mais un gaz implosif. C'est d'ailleurs sur cette particularité que butent la plupart des scientifiques car un gaz est avant tout explosif. Pour obtenir l'implosion, il faut une étincelle à haute fréquence de 9000 volts ou plus. Il n'implose d'ailleurs que sous allumage électrique, et comme il n'y a pas d'explosion, il n'y a aucun dégagement de chaleur. De plus, il faut noter que l'implosion est créatrice, alors que l'explosion est destructrice. C'est le principe créateur de l'univers. Dans la nature, comme l'a observé Schauberger, autre génie méconnu, le vortex où se manifeste le mouvement centripète, le même que dans l'implosion, est propice à la vie. Le vortex est d'ailleurs une source d'énergie à peine soupçonnée. Au niveau du magnétisme terrestre, le mouvement centrifuge se fait à l'équateur, et le mouvement centripète vers les pôles. Le vortex magnétique qui s'y crée favorise dans une certaine mesure la formation de la glace,
le mouvement centripète du vortex étant réfrigérant, ce qu'une expérience très simple peut démontrer, thèse personnelle. Enfin, l'autre particularité déjà évoquée et qui est l'une des plus riches de potentialités, c'est la faculté que possède la flamme issue du gaz de Brown de s'adapter aux matériaux auxquels elle est appliquée, alors que tous les gaz brûlent à une température constante. Elle permet ainsi de réaliser des soudures très fines et même de souder différents matériaux entre eux. Il peut remplacer le chalumeau au propane ou à acétylène, comme tous les appareils électriques du genre tige ou MIG, etc. Les applications du gaz de Brown. Le gaz de Brown connaît naturellement de multiples applications, lesquelles ne sont certainement pas toutes connues. Les domaines où il peut intervenir sont les transports terrestres, maritimes et aériens, comme carburant. Le brasage et la soudure. Le découpage au chalumeau. Le polissage à la flamme. La fabrication du verre. La joaillerie, pour fabriquer des pierres semi-précieuses. Le chauffage et la cuisine, comme gaz de cuisson. L'anticorrosion, le GDB agissant comme inhibiteur. L'extraction de minerais. Le traitement des semi-conducteurs et des circuits imprimés. Le traitement des déchets, incinération sans pollution. La dépollution chimique ou radioactive. Le dessalement de l'eau de mer à des coûts très bas. L'amélioration de la germination des graines. La croissance des plantes cultivées et l'augmentation de la qualité nutritive des denrées par arrosage avec de l'eau traitée au gaz de Brown. Les soins à la peau ou contre les rhumatismes par réhydratation externe en y projetant le gaz de Brown. La construction de bâtiments où il permet de souder des matériaux très différents comme la brique, le fer, l'aluminium, le verre, etc., ainsi que leur traitement pour obtenir des surfaces lisses, imperméables et faciles d'entretien, etc. C'est surtout pour des travaux de soudage que sont vendus les générateurs de gaz de Brown. Il est en effet infiniment plus performant que toutes les autres méthodes et beaucoup moins onéreux. Ils permettent d'ailleurs tout type de soudure, celles qui demandent les plus hautes températures, comme celles qui demandent les températures les plus basses, le gaz s'adaptant aux températures de fusion de chaque matériau. Brown sidère d'ailleurs ses observateurs lorsqu'il soude ensemble deux bandes d'aluminium de 20,32 cm sur 5,06 cm, ou deux bandes de métaux différents tels du cuivre et de l'aluminium, ou en soudant une fine tige d'acier à une brique de construction, le tout sans décaper, ou encore en fondant des briques réfractaires. Comme carburant, les possibilités du gaz de Brown pourraient introduire une véritable révolution technologique et énergétique sur la planète. Il est d'ailleurs étonnant que la Chine, qui possède cette technologie et dont les besoins énergétiques sont immenses, à la mesure de son développement industriel et du désir de consommation d'une partie sans cesse plus importante de sa population, n'ait pas encore exploité cette voie. Attend-elle le moment propice? Est-elle inhibée par une volonté venant des pouvoirs occultes financiers ou politiques? Difficile de le dire tant sont discrets à ce sujet les journalistes. Yul Brown a parcouru une distance de 1600 km avec une consommation de 3,48 litres d'eau seulement. On imagine aisément quel impact aurait une telle décision, une autonomie complète pour les automobilistes, un arrêt de toutes les pollutions provoquées par les transports tant terrestres que maritimes ou aériens et un changement sans précédent du paysage géopolitique. Mais peut-être est-ce un rêve rendu inaccessible à notre génération parce que certains ne veulent pas perdre leurs sources de profit et les autres leurs ressources fiscales? En médecine également, le gaz de Brown peut bouleverser bien des pratiques. On sait d'ores et déjà que le gaz de Brown appliqué sur la peau diminue nettement les douleurs, voire les supprime totalement, du fait d'une réhydratation des tissus. Il se passe la même chose lorsqu'il est absorbé sous forme d'eau dans laquelle a barboté le gaz. On sait par exemple que l'eau de source a des propriétés thérapeutiques que ne possède plus la même eau mise en bouteille alors qu'elle a gardé les mêmes propriétés physiques et chimiques. On sait aussi qu'une eau soumise à des rayonnements électromagnétiques, ioniques, photoniques, infrarouges, ultraviolets, à des infrasons, des VLF, des ELF, etc., peut acquérir différentes propriétés thérapeutiques. Il n'y a rien d'étonnant que le gaz de Brown ait l'eau qui se reforme après sa combustion et quelques propriétés intéressantes. Le gaz de Brown permet également la cicatrisation des plaies. Appliqué à une blessure, il tue les micro-organismes anaérobies et permet la régénération cellulaire donc de rajeunir. Le gaz de Brown peut combattre toutes les inflammations du corps, les douleurs et rhumatismes et effacer les cicatrices, guérir les brûlures comme les caissons hyperbares. L'hydrogène et donc le gaz de Brown pourrait retarder le vieillissement, aider à guérir les blessures et la fatigue plus rapidement, aidant des sportifs à reprendre leur force. On a même découvert que le gaz de Brown peut remplacer valablement l'air, l'hélium et l'hydrogène pour respirer en eau profonde. Grâce à lui, la profondeur de plongée peut être doublée, jusqu'à 2050 mètres, et d'y travailler à pleine capacité malgré les fortes pressions. La même technologie, lorsqu'elle sera appliquée en architecture, transformera véritablement les paysages urbains et rendra la construction plus aisée, de même qu'elle rendra l'intérieur des maisons plus facile à entretenir. Avantage à boire de l'eau d'hydrogène. 1. Réduire la fatigue et stimuler la vitalité. 2. Remède contre les allergies. 3. Promouvoir la santé cardiovasculaire et cérébrovasculaire. 4. Améliorer le diabète. 5. Anti-inflammation. 6. Prévenir et inverser les maladies dégénératives. 7. Anti-âge. 8. Minceur. 9. Améliorer la mémoire et la fonction cognitive.